S'il y a un conflit aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un peu d'éveil en agriculture. Avant, aujourd'hui, il ne pouvait pas avoir de ce conflit-là. L'agriculture se réglait tout simplement sans qu'on dise un mot. Les commerçants de bois les commerçaient, les commerçants de bœuf commerçaient le bœuf, et le lait était par quelques monopoles. On n'avait pas aucun mot à dire. Et assez souvent, ces monopoles étaient détenus par des employés de la fonction publique au gouvernement. Donc, on n'avait pas droit de parole. Si aujourd'hui, il semble avoir des conflits, c'est qu'on veut prendre en nos marchés, on veut prendre notre mise en marché. Dire qu'il y a conflit, qu'il y a des chicanes là, je ne sais pas. Ben, attendons-nous. Mais, monsieur le député, vous disiez que tout de même, à ce moment-là, si on cessait nos conflits, vous pouviez régler les problèmes et que vous attendiez de nous autres et que vous vouliez que le Québec nourrisse son Québec, tout ça. Si East Broughton décide de nourrir East Broughton, moi, j'ai plus rien à faire à East Broughton. Mais tout de même, il reste que vous n'avez pas dit à quel prix qu'on nourrirait, par exemple, la province. On a toujours nourri la province, monsieur le député. On l'a toujours fait. Les consommateurs sont bondés de produits. Mais à quel prix? Au prix de la misère qu'on a, nous autres, les cultivateurs, aujourd'hui. Oui, mais... Sachez que c'est pas du produit qui manque. Vous n'avez pas compris l'intervention de M. Garon tantôt. Je l'ai compris d'une façon. Dans ce sens-là, il ne dit pas que le cultivateur n'a pas fait son devoir pour fournir de la production agricole aux citoyens québécois. Ce qu'il disait, c'était ceci, c'est qu'à cause des importations, on ne laisse aux cultivateurs québécois que la possibilité de fournir 50% de ce que les Québécois consomment, alors que nous, on voudrait dire aux cultivateurs québécois, vous êtes pas capables de produire pour tous les Québécois, on va mettre des barrières pour vous faciliter le marché du Québec. Mais est-ce que le fait de produire à 100%, sans bénéfice, est plus rentable qu'en produire 50%? C'est pas le volume qu'on produit qui compte, c'est notre rentabilité qui compte. C'est sûr que dans le volume, il y a un peu de rentabilité. Mais à quel prix produira-t-on la nourriture? C'est ce qu'on veut connaître. À venir aujourd'hui, nos organismes agricoles ont demandé la Régie des marchés agricoles, ont obtenu la Régie des marchés pour enfin statuer sur un salaire vis-à-vis de l'agriculteur. Quelle position, moi je demande, vis-à-vis les demandes qu'on a, quelle position le nouveau gouvernement va-t-il prendre? Va-t-il opter pour ceux qui veulent monopoliser toutes les productions ou bien si, enfin, il supportera nos organismes qu'on s'est donnés sans chicaner? Non. Comme vous le disiez. C'est évident qu'il faut supporter les plans conjoints et que les cultivateurs fassent leur mise en marché ensemble collectivement. C'est évident, ça. C'est même pas... Moi, ce que je souhaite, et je pense que ça va être beaucoup plus facile d'avoir des politiques agricoles, c'est qu'il y ait, au lieu d'avoir des groupes divisés, qu'il y ait un groupe. Si vous voulez, quand vous avez un groupe qui dit « moi, je suis pour le plan conjoint », vous avez un autre groupe qui dit « moi, je suis contre ». Alors, je débarque dedans. Comprenez-vous? Bien, c'est pas l'idéal, ça, au fond. Mais c'est évident qu'aujourd'hui, en 1976, vous avez parfaitement raison, face aux commerçants et aux grandes chaînes, le cultivateur est plus capable de négocier ses prix tout seul. Puis qu'à ce moment-là, il doit être unifié dans un groupe, un syndicat agricole, pour négocier ses prix en groupe. C'est évident, ça. Il arrive au point de vue zonage aussi, j'avais une remarque à faire, c'est que tout de même, on veut innover en zonage. Ça comprend aussi, ça dépend comment on l'entend, le zonage est strictement de la région, du sol, comme on l'entend, mais tout de même, dans nos régions, il s'est fait un zonage de production, il s'est fait un zonage automatique de production, je crois. Il s'est fait un zonage automatique de production, par exemple. C'est qu'aujourd'hui, les cultivateurs eux-mêmes se sont rendus compte que produire du lait, ça revenait à notre région, et produire du bœuf ou du lard, alors ça serait l'important, je crois, que ça serait de s'en tenir à revaloriser ces productions qui sont déjà en place. Merci. Alors, il y a actuellement plus de 400 000 arbres qui sont enlevés autour de Montréal et qui ne servent plus à l'agriculture et qui sont en friche. On ne fait rien avec cette terre-là. On dit ça, c'est mauvais. Quand on parle de zonage, on dit c'est de maintenir un certain nombre de fermes pour l'agriculture. Qu'on ne puisse pas faire d'autre chose que de l'agriculture sur ces terres-là. Et ça va permettre aux cultivateurs de compter sur une certaine quantité de sol arable pour se développer.
Oui, mais monsieur le ministre de l'Agriculture, si ces mêmes terres-là, vous les remettez, disons, présentement, ils ne sont pas cultivés, si vous les mettez, les ouvrir en agriculture, moi, je trouve qu'il y en a assez présentement d'ouverts. Parce qu'il y a de la misère à cultiver la mienne comme c'est là. Moi, je vais vous dire une chose. Ces mêmes terres-là, moi, je les laisserais tranquilles là. Moi, c'est des prix pour qu'on puisse vivre. Ouais. Ça, grandir, il faut vous dire, c'est secondaire. On n'a rien qu'à prendre un bout et on tasse la forêt. Parce que chez nous, on a rien qu'à pouvoir mettre l'engrais chimique un peu plus avec plus d'argent et on va produire. Mais il y a une chose, il faut avoir un prix pour produire, pour que ça arrive à l'autre bout. Encourager les agriculteurs. Et toi, gars, moi, ils veulent l'argent, savoir. Ils disent, le pays, vous travaillez trop fort. Vous travaillez 15-16 heures par jour, semaine et dimanche. Tandis que ceux qui sont en vacances, je reçois des vacanciers moi-même l'été. On se promène, on s'en va à la plage, tout ça. 1 mois, 2 mois. Et de mes frères qui ont 1 mois et demi de vacances. Ils sont bien chanceux, je les trouve. Ils s'en allent pêcher, tandis que moi, je fais foin, moi. J'ai l'air intelligent. C'est ça que je vais avoir un salaire pour qu'il arrive qu'à un moment donné dans la vie, que ce soit des agriculteurs ou d'autres personnes qui travaillent en agriculture, qu'on puisse avoir des petites vacances pour vivre nous autres aussi. Pas un qu'à être des esclaves de la terre. Puis les terres alentour de Montréal, moi, je les laisserais là. Je commencerais par avoir des prix à un moment donné pour qu'on puisse vivre dans la province de Québec. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Non, mais disons qu'il reste que c'est mon idée personnelle. On est ici pour donner des idées. Je vous en donne une. Vous n'êtes pas obligé de la prendre non plus. Non, mais... Je voudrais revenir aux 3 problèmes régionaux qui ont été soulevés dans les 3 exposés. Le premier, M. Roy mentionnait bien qu'on avait affaire à un secteur donné de la province, qui était la région de l'amiante. Et cette région-là, elle a un potentiel, elle a des ressources, puis elle veut des politiques agricoles, je pense, qui permettent aux agriculteurs du coin de se maintenir en place. Alors ça, c'est un premier élément. Est-ce qu'on croit à des politiques qui ne soient pas toujours nationales ou provinciales, mais qui peuvent aussi se décentraliser pour permettre à des régions données de survivre? Alors ça, c'est un premier point. Moi, j'ai pas eu la réponse tout à l'heure quand M. Garon m'avait répondu. Il m'a ramené sur le plan provincial. Le deuxième problème qui a été soulevé, c'est dans la question du profil de l'agronome. Ça, c'est un problème bien spécifique à la région encore, qui a été soulevé dans un exposé, et les agriculteurs sont pratiquement unanimes à demander une restructuration, une réorganisation de leur bureau d'agronome. Alors ça, ils ont travaillé 1 an pour ça, et ils demandent au ministère d'intervenir puis de réorganiser ça. Ça, c'est bien clair. Alors, est-ce que les individus, ici, les producteurs, ont le droit de réclamer ça, et est-ce qu'ils vont l'avoir? Et troisièmement, c'est une question de l'animation. Est-ce qu'on croit à l'animation d'un milieu? Est-ce qu'on donne autant de respect à l'individu de la base qu'au gros dissident, qu'on dit des fois qui est un groupe d'agriculteurs, mais souvent aussi c'est une multinationale? Alors, est-ce qu'on donne autant de respect à l'individu qui est assis ici qu'à la multinationale qui se dit dissident au plan conjoint du port? Alors ça, c'est l'autre point. Juste pour vous citer un exemple, il y a des régions où il y a des politiques pour permettre, par exemple, le développement de la production bovine parce qu'ils ont une vocation pour ça. Il y en a d'autres, par exemple, la Gaspésie, le bas du fleuve, où on est en train de créer des coopératives d'aménagement forestier, sylvicole, c'est-à-dire... Alors, Lac-Saint-Jean, l'Abitibi, on a consacré des politiques très spécifiques à eux autres, comme région, soit défavorisées, soit éloignées, pour les adapter à leurs besoins qui ne sont pas les mêmes que Montréal. Alors, la région de l'amiante, c'est un peu ça qu'ils veulent savoir, s'ils peuvent avoir espérance qu'un jour, il y aura des politiques spécifiques à une zone qui est semi-industrielle puis semi-agricole. Oui, c'est possible. Ça, j'ai rencontré justement un groupe, tantôt vous parlez de ça, du Lac-Saint-Jean ce matin avant de venir ici. Moi, pour revenir à la question de l'animation, d'abord, moi, pour moi, c'est le point le premier qui doit avoir priorité dans notre région. Parce que quand on a contacté les gars d'Alphin, comme on a fait pendant 1 an, pour avoir la réponse qu'on a eue aujourd'hui confirmée, les actions que le comité avait prises sous la pression des gars d'Alphin, moi, je pense qu'il n'y a pas d'orvenésie, il n'y a pas à demander quelle est la première action à prendre dans un secteur. Parce que c'est les gars d'Alphin qui nous l'ont dit pendant 1 an, puis ils sont venus confirmer leur dire aujourd'hui en Assemblée. Moi, c'est mon idée, quand vous dites de l'animation, c'est bon, en autant qu'on ne va pas détruire, je ne crois pas que l'animation qui a été faite cette année, d'ailleurs, le comité d'animation, il a changé
de nom ou de travail, si vous voulez, depuis un an, mais les comités de paroisse, entre autres, je peux vous dire que ça fait 4 ans qu'ils sont formés dans la régionale d'Amiens. Parce qu'on sentait qu'il y avait un problème entre les cultivateurs via les cours agricoles, la commission scolaire et le centre de la main-d'œuvre, les gars qui allaient sur les cours. Alors, ces comités-là ont été formés il y a 4 ans, ceux qui ont travaillé dessus s'en rappellent, des comités de paroisse afin de sensibiliser les cultivateurs d'Alphin chez nous. L'année passée, il a pris une autre action à la demande d'un groupe de cultivateurs, si vous voulez, sous la pression d'un député. Il faut le dire, c'est lui qui a réveillé les gars d'Alphin au gouvernement. Et quand on accuse les gars de souffler quelque chose, ça n'est pas pour tout, je suis d'Alphin. J'ai pas accusé personne. Non, mais écoutez, mettre les faits, là. Non, j'ai dit si c'est ça, j'y crois pas. Si c'est ça, j'y crois. Non, mais j'ai pas accusé personne de rien. J'accuse personne, mais moi, je dis ma priorité, c'est le comité d'animation parce qu'on va d'Alphin avec les gars à la base. Oui, je suis d'accord. Mais qu'on ait contacté les gars à la base, qu'on sache quoi ce qu'on veut. J'ai apprécié votre réponse. D'abord, vous m'excuserez si je ne vous ai pas félicité au début d'être venu nous écouter, parce que même si on vous envoie des roches, ça fait partie du métier. Ah ben j'ai dit à M. Wallon que ça me fait rien de faire envoyer des roches à condition que vous en envoyez lui aussi en même temps. Bon, faut vous envoyer... Toi encore, ça dépend de lui. Faut vous envoyer à tout le monde. Parce que l'année passée, si vous voulez, on a tiré des roches à plusieurs. Ouais. Le 11 de mars, ici, c'est drôle que ça a tourné dingue sur un côté, mais notre association professionnelle a fallu mettre notre chapeau, qui est l'UPA. Quand on l'a dit, puis c'est public, quand on l'a dit qu'il manquait certaines coordinations dans les organismes agricoles, c'était vrai. Mais on l'a réalisé, par exemple, on l'a pas pris le chemin avec ça, mais chacun a mis son chapeau, et puis il a travaillé dans les champs. On réalise, cette année, qu'il y a une meilleure collaboration dans les 3 fédérations du PA qui touchent notre secteur. Alors, on ne l'a pas pris le chemin, mais on l'a pris le travail. Il y a eu de l'amélioration de fait au centre de la main-d'œuvre. Il y a eu de l'amélioration faite à la commission scolaire. Moi, je dis que, mais qu'on ait réussi à faire de l'animation dans les champs, puis qu'on aille chez vous, avec un projet précis, que ce soit sur le service agronomique, que ce soit sur un plan agricole de culture défini, vous nous avez dit que vous êtes ouverts. Est-ce que vous êtes satisfaits, les gars? Moi, en somme, c'est... Est-ce que vous êtes satisfaits? Je voudrais savoir juste une question, juste une réponse. Si un petit cultivateur va pouvoir fonctionner, mettons, moi, ce que j'appelle un petit cultivateur, c'est un 125-150 000 livres de lait, on va dire. Là. Si vous avez dans le but de le laisser fonctionner, ou si vous avez dans le but de venir un jour à éliminer ces petits cultivateurs-là. C'est pas beaucoup aujourd'hui, 100 000 livres de lait, vous savez. Et puis, c'est pas... On peut pas en avoir plus. Hein? On peut pas en avoir plus. Mais ce qui arrive, c'est que... ça va être difficile pour le petit comme ça. Parce que ça coûte plus cher aller chercher le lait chez lui. Puis il y a une foule de choses comme ça qui vont rentrer en ligne. C'est pas nous autres, en fait. C'est un peu comme le marché. Au fond, le marché, souvent, ce qui arrive, c'est là qu'il y a des mesures du gouvernement pour essayer d'aider les petits. La ferme familiale, c'est ça, la ferme modèle, si on veut, pour nous autres. Maintenant, le petit, c'est toujours dur. C'est pour ça qu'il faut le protéger davantage, parce que la loi du marché, c'est où? Ça écrase des fois le petit. Les petits ont de la misère à s'en tirer des fois. Moi, je veux dire, si on recule un peu, là, oui. La coupure des quotas a été, admettons, de 20 %. Oui, c'était pas correct. Puis, ils ont tous été coupés, toute la gang. Là, il y en a qui ont eu possibilité d'en avoir. Puis les seuls que j'ai parlé, moi, c'est des cultivateurs, admettons, de 350, 400 000 livres. Ils ont eu 1000 livres de gras. Puis un de 125, 150, il n'a pas pu en obtenir, lui. Ses raisons, il n'étaient pas valables, je sais pas. Moi-même, j'étais dans 2 raisons, puis ils me disent que je ne peux pas en obtenir. Mais je voudrais juste savoir si on pouvait fonctionner dans le but peut-être un jour de remonter, je sais pas. Mais... Votre but, si c'est les éliminer, on va s'éliminer de suite. Non. Oui, c'est pas le gouvernement du Québec qui est responsable de ça. C'est la Commission canadienne du lait qui a coupé les quotas. Quel moyen le gouvernement du Québec actuellement a à sa disposition
pour contrecarrer seulement une coupure de quota par la Commission canadienne du lait? Je pense que la demande a été très, très précise de l'UPA au cours de l'année. C'était de protéger le revenu. On disait le producteur est peut-être prêt à concéder sur les quantités à condition que son revenu soit protégé. Alors, c'était la stabilisation des revenus qu'on attendait qu'elle s'applique, puis elle ne l'est pas encore. On espère que ça va venir. Oui, mais c'est pas facile de stabiliser les revenus non plus avec deux fédérations, avec tous les problèmes que ça pose au point de vue financier. Ça, là-dessus, là, en fait, l'UPA, vous savez, comme moi, je pense qu'ils ont jusqu'au 30 janvier, ils l'ont gardé en main, le problème, à date, là. Ils l'ont pris en main jusqu'au 30 janvier. Ils ont demandé à la Régie et au ministre de ne pas intervenir jusqu'à cette date-là, parce qu'ils ont décidé de le régler entre eux autres. Alors, je pense qu'il ne faut pas non plus épeurer les producteurs avec ça trop. C'est sûr qu'on ne change pas. Si vous êtes marié avec une femme, et puis avant de divorcer, c'est sûr que vous allez prendre quelque temps à réfléchir. C'est la même affaire. Ça fait à peine un an qu'on en parle, ça. Très vierge. J'en suis un cultivateur de 150 000 livres de lait, ça. Mais on l'a pas avec le lait dans la région ici. On a du bois, on a du sirop d'érable, on a tout ça. Il y en a qui ont 300 000 livres de lait, non 400 000. Mais il n'y a pas grande différence avec ce qui est dans la région ici. C'est ça que je veux dire, monsieur, tout à l'heure, puis il répond, là. On ne peut pas s'agrandir. J'en ai 300 acres de terre. J'en ai à peu près 125 en culture. Le restant, c'est du bois aisé, puis une sucrerie. C'est justement la raison que je veux dire. Ouais. Mais le bois de papier comme il est là, une lettre qu'on a eue cette semaine, là, qu'on a 40 000, dans le Québec-Sud, 40 000 cordes de bois, puis on a une possibilité de 150 000. On va en avoir 3 ans dans nos étables, le bois qu'on a bûché cette année, là. C'est ça qui est mal. J'en ai parlé à M. Bérubé de ça, qui est ministre des Terres et Forêts. C'est un problème d'écoulement du produit. C'est pas un problème. C'est principalement un problème d'écoulement du produit, là, du produit du bois. Ça faisait 2 ans, là, puis il est parti la semaine passée, mon bois, moi. J'étais chanceux, il paraît qu'il n'y a plus de passe, là. Ça, je peux vous dire que le ministère des Terres et Forêts est en train de reviser puis de voir actuellement toute la politique forestière. Et puis, moi, je pense qu'un des gros problèmes à ce point de vue-là, c'est l'écoulement du bois. Si les entreprises étaient obligées de prendre le bois, les producteurs privés d'abord, c'est-à-dire des cultivateurs qui sont au sein du syndicat des producteurs de bois, le problème serait en grande partie résolu. Puis remarquez bien, là, quand on achète, c'est cash, hein? C'est pas 30 jours, c'est cash. Puis on l'a travaillé, là, ça reste mort là, à côté. Ça fait 2 ans, ça. Puis il est venu chercher la semaine passée, là. Il faut financer dans ce temps-là, à du 12 là, les intérêts à 12 là. Le premier monsieur qui a parlé, là, il approuve 100 pour ça. Non, quand je disais tantôt un gars de 100 000 livres de lait, un gars qui n'est pas riche là-dessus. Oui. Il faut qu'il fasse d'autres choses. Ben, c'est ça qu'il a à faire. Dans la région, ici, en particulier, tout le monde a un peu de même ici. On n'a pas seulement que le lait, là. On a du bois, on a du sirop d'érable. Mais quand on t'en parle, on le laisse là, tout. Oui. C'est ça qui arrive, là. En revenir à mes terres alentour de Montréal, là, moi, là, je veux vous dire une affaire, moi. Pourquoi que le Crédit agricole prête aux agriculteurs d'une certaine région donnée? Justement, c'est ça qu'on fait allusion, là. À un moment donné, on va prêter, disons, une terre à Todd-Fordman, ici, qui vaut, on l'évalue environ à 100 000. Mais la terre, la même grandeur que le gars, mettons qu'il y a 100 acres, le gars, là. La même grandeur, 100 acres à Montréal, ils vont l'évaluer à 100 000. Ici, ils vont l'évaluer à 50 000. Le Crédit agricole va prêter ici à Todd-Fordman, savez-vous combien? 40 000. À Montréal, 90 000. Donc, l'agriculteur qui a acheté les mêmes tracteurs, les mêmes Reagan, si vous voulez, ici à Todd-Fordman, a 10 fois de la misère arrivée dû à ce qu'on prête plus parce que les villes encore... Le Crédit agricole se prend 10 fois de l'assurance quand il prête quelque chose pour être sûr de son affaire pour ne pas perdre d'argent. Moi, je dis qu'on devrait prêter, que ce soit à Todd-Fordman, pour les mêmes valeurs qu'à Montréal, partout dans la province de Québec, à un vrai agriculteur qui soit à Todd-Fordman, au lac Saint-Jean ou autre, rendu que le gars cultive 100 acres de terre. Parce qu'on prête davantage à Montréal qu'on va prêter ici à Todd-Fordman. C'est vrai, ça, mais c'est pas vrai, les gars. C'est vrai. Alors, merci de votre intervention. Une dernière intervention. Oui. Je vais revenir à ce que monsieur disait tout à l'heure. On n'a pas seulement que le lait. C'est vrai qu'on a le bois puis le sirop d'érable. Mais si on veut baisser notre coût de production, un cultivateur qui produit 150 000 livres, qui élèverait une certaine quantité de porc, mais là, le porc, on est en train de le perdre par les compagnies. Ce qu'on se demande, c'est le gouvernement qui octroie les grosses porcheries.
puis qu'on n'aura plus le droit de parole, on n'aura plus le droit de produire de l'art, peut-être dans quelques années d'ici, il y a des grosses porcheries qui se construisent, c'était là, puis c'est le gouvernement qui octroie pour ça. Si un cultivateur de 150 000 livres pourrait produire, admettons, je sais pas, 500 $ par année, ça baisserait automatiquement son coût de production, il achèterait moins d'engrais chimiques. Merci.